Bonsoir à tous, bienvenue. Fin du suspense, le RHDP obtient la majorité aux législatives de samedi, 137 députés sur 205 du côté de l'opposition. Le PDCI, l'EDS et le FPI remportent plus de 80 sièges. Elles exercent avec passion et rigueur des métiers considérés encore comme étant ceux des hommes, qui sont ces femmes qui brisent les clichés en s'imposant dans un univers masculin. Leur portrait à suivre. Et puis, le Sénégal retrouve enfin son calme. Les manifestants suspendent la contestation après la libération hier de l'opposant Ousmane Sonko. Victoire donc du RHDP aux législatives selon les résultats provisoires de la commission électorale indépendante, législative auxquelles la quasi-totalité des forces politiques a participé, des élections qui se sont globalement déroulées dans le calme. L'opposition, elle, remporte plus de 80 sièges, dont 6 dans la circonscription de Yopougon, décrochée par la liste menée par Michel Gbagbo. Timé Danger, Mathurin Badé. Chaude ambiance au QG de campagne EDS-PDCI à Yopougon ancien Bel-Air. Cette liesse fait suite à l'annonce des derniers résultats du scrutin législatif du 6 mars. La proclamation faite par le porte-parole de la commission électorale indépendante donne élu la liste conduite par Michel Gbagbo. Peu après, le président de l'institution électorale fait le bilan. Le recensement général des votes donne les résultats suivants. Inscrits 7 359 399. Votants 2 788 022. Bulletins nuls 82 184. Bulletins blancs 34 083. Suffrages exprimés 2 705 838. Taux de participation 37,88%. Article 3. Sont déclarés élus les candidats dont la liste est annexée à la présente décision. Cette étape va être suivie du contentieux devant le Conseil constitutionnel. Une étape désormais ouverte pour les listes déclarées non élues. Le droit de contester l'élection à l'Assemblée nationale de l'une de ces personnes ci-dessus désignées à l'article 3 appartient dans une circonscription électorale donnée à tout candidat ou à toute liste de candidats de la dite circonscription, à tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans le délai de 5 jours à compter de la date de proclamation solennelle des résultats provisoires par le président de la commission électorale indépendante. Article 5. La présente décision sera publiée au siège de la commission électorale indépendante, sur le site de la CEI et par tous autres moyens. Notons qu'avant la proclamation officielle du président de la CEI, les candidats des communes de Marcory et Port-Bouët ont également été situés sur leur sort. Sur la liste des résultats provisoires, l'on compte 32 femmes élues contre 222 hommes. Au lendemain de la journée internationale des droits des femmes, nous continuons de célébrer ces femmes qui luttent pour leurs droits en s'imposant notamment dans des milieux où elles ne sont pas forcément attendues. Ces femmes, vous le verrez, exercent avec rigueur et efficacité dans des métiers considérés encore comme étant ceux des hommes. Nadja Eja, Fulgence Kissiedou. Direction de la police municipale de la sécurité, d'incendie et d'assistance à personnes de Trècheville. Ce matin, comme à ses habitudes, Edith Bakou fait le point sur ses dossiers du jour. Quand elle arrive vers ces hommes rassemblés, avant leur prise de service, c'est avec le respect dû à son rang qu'elle est accueillie. Sous sa direction, une centaine d'éléments issus de la police municipale, mais aussi de l'unité de secours composée de sapeurs-pompiers civils. Nous sommes comme dans un camp et dès qu'il y a un incendie déclaré, nous avons une ligne de téléphone
où les populations peuvent nous joindre. Tout ce qui est des activités aussi également au niveau de la commune, nous assurons la sécurité de nos populations et elles se sentent vraiment en sécurité. C'est en 2019 qu'Edith Bakou accède à ce poste, après 7 années à l'administration de la mairie de Treichville, dont 4 en tant que sous-directrice de la police municipale. Ses rapports avec ces hommes, qui l'ont vu gravir les échelons, sont les plus cordiaux, avec un point d'honneur sur le travail bien fait. Qui me connaissent plus ou moins, ils savent ma manière de travailler et ils s'accommodent. Ici, tous derrière, ils pourront vous l'attester, pourquoi pas, parce qu'ils savent que madame aime le travail. Les hommes ne sont pas très habitués aux femmes, les militaires, les corps habillés, on va le dire. Mais aujourd'hui, ils s'accommodent, parce que la femme, elle donne une nouvelle impulsion. Elle est ouverte, prête à l'écoute, à échanger. Contrairement aux hommes, souvent on est un peu durs de caractère, mais avec elle, on arrive facilement à s'ouvrir et à échanger directement. Elle aime le boulot, elle est toujours assidue à son service et les consignes qu'elle reçoit, elle les exécute à la lettre et je pense que ça passe. Cap sur Port-Bouët, dans cette entreprise de transport du personnel. Ici aussi, le grand boss, c'est une femme, Aïssatou Cissé, assistante de direction dans une multinationale dans les années 2000, s'intéresse à cette entreprise créée par son époux, puis l'intègre finalement en tant qu'employée au service technique et logistique en 2004. Une phase primordiale d'apprentissage qu'elle recommande en cette semaine des droits de la femme. Il faudrait qu'on ait quand même le courage d'oser, d'apprendre, de se former et puis après de rentrer dans tous les secteurs. Parce qu'il n'y a pas de secteur d'activité pour hommes ou pour femmes. Moi, je suis dans une activité d'homme entre griffes, parce qu'on dit le transport, c'est vrai. C'est une activité très rude. Très rude parce qu'elle demande beaucoup d'investissement. Au décès de son époux en 2016, celle qui était jusqu'alors employée prend les rênes de l'entreprise familiale et la fait passer de 30 à 60 employés aujourd'hui, avec 80% de femmes au service administratif et 10% au service technique. C'est un métier d'homme, donc seulement que j'ai besoin du courage et puis bon, d'un peu de force aussi. De mon côté, toutes les femmes comme moi, elles peuvent aussi s'adhérer à ce genre de boulot-là. Il faut beaucoup avoir le courage, parce que c'est comme si c'est un combat avec les hommes. Sur la route et autres, il y a des menaces et autres, mais il faut toujours pouvoir assumer. Pour Aïssatou Cissé, les femmes peuvent dépasser leurs limites et réussir dans tous les secteurs d'activité. À toutes les femmes de croire en leur capacité. Elles ont la capacité de réussir. Qu'elles soient employées ou employeurs, la femme, quand elle est engagée dans une activité, elle est engagée à plein temps. Ça, c'est déjà un potentiel qu'on a de façon naturelle. Donc, on a juste à l'améliorer, à coller à ce potentiel la formation, à coller à ce potentiel l'apprentissage. Et puis, derrière, je ne pense pas que ça ne réussisse pas. En 2016, son entreprise a remporté le prix d'excellence du meilleur chef d'entreprise dans la catégorie féminine. Des modèles qui incarnent toute la force de la femme, pourtant considérée comme le sexe faible. Des modèles de femmes africaines fortes et talentueuses ont aussi été célébrés hier à Paris, en France. Cet hommage a été rendu au cours d'une conférence débat couronnée par une remise de diplômes afin d'encourager le leadership féminin. Nadjaïja. Leadership féminin et action climatique. C'est le thème choisi par les associations françaises DDK Ministries et Smile Africa pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme dans l'Hexagone. Pour les organisateurs, il était indispensable de marquer leur intérêt à cette journée universelle qui place au cœur des débats la promotion du genre. Et pour encourager les femmes qui luttent pour leur autonomisation, les organisateurs ont couronné la cérémonie d'une remise de diplôme. Ces femmes, malgré cette situation chaotique de pandémie, elles n'ont pas arrêté de travailler. Elles se sont battues. Il y en a qui se battent dans la santé et qui se battent dans la production alimentaire. Une fierté pour ces femmes qui contribuent chaque jour au développement socio-économique de leur communauté. Cette distinction me touche profondément. J'aimerais partager ça avec toutes les femmes du monde et que le monde retourne à la femme pour retrouver sa source de vie, son inspiration, pour un mieux-être de la vie. Je suis heureuse d'être
de recevoir ce prix. Beaucoup de femmes souffrent, donc ce prix-là, c'est aussi pour toutes les femmes. Une bonne fête à toutes ces femmes et les encourage à entreprendre. La Journée internationale des droits de la femme existe depuis 1977. Cette année, l'accent a été mis sur la lutte contre la pandémie qui a causé de graves conséquences à la gente féminine, aussi bien sur le plan moral, social qu'économique. L'actualité, c'est aussi les agents du ministère du Commerce et de l'Industrie en grève depuis hier lundi. Une grève de 5 jours conduite par le syndicat national du dit ministère. Que réclament-ils? Les précisions dans ce reportage de Pierre Dipomélin et Tanguy Conan. 17e et 23e étage de l'immeuble Alpha 2000 au Plateau. Sur ces paliers sont logés les services de la direction des affaires financières et du patrimoine. Les couloirs sont désespérément vides, les bureaux fermés, sièges vacants. Ces fonctionnaires du ministère du Commerce et de l'Industrie sont en arrêt de travail de 5 jours. Même constat au 4e étage de Postel 2000 et à l'immeuble Industrie. Ces agents de bureau, contrôleurs et inspecteurs du commerce réclament une décision ministérielle pour acter des primes indiciaires qu'ils ont acquises sous haute lutte. L'arrêté interministériel a été signé le 4 mars 2020. À l'intérieur de cet arrêté, il est mentionné que le ministre du Commerce doit de prendre une décision pour appliquer les modalités de paiement de primes indiciaires aux agents. Sur la question, son cabinet et nous avions travaillé auparavant et nous sommes accordés sur un certain nombre de points d'indice. Dans les faits, ils effectuent à payer des primes de façon, je peux dire, informelle, mais on leur demande simplement d'acter ce qui est fait, d'acter, en tout cas en ce qui concerne les primes des agents du ministère du Commerce, d'acter par une décision que le ministre Souleymane Diallo doit prendre. À ce jour, il n'a pas encore pris cette date. C'est ce que nous réclamons. Cet arrêt de travail n'est pas sans conséquences pour les populations, pour la stabilité des prix sur le marché, mais surtout pour la qualité des produits que certains commerçants véreux pourraient dissimuler en l'absence des contrôleurs et des inspecteurs du commerce. La directrice des ressources humaines appelle au calme et à la reprise du travail. Pour elle, le processus est bientôt à son terme. Je voudrais dire que nous sommes en négociation avec ces agents qui sont rentrés en grève et donc nous ne souhaitons pas que certains propos viennent perturber le cours des négociations. On leur a conseillé de se soir à la grève puisque Monsieur le ministre lui-même est en campagne et qu'à son retour, nous pourrions donner des assurances certaines puisque c'est lui l'autorité en premier chef. Donc, moi, mon mot, c'est de les appeler à la retenue et au calme et surtout à la reprise du travail, puisque des solutions sont en train d'être trouvées. Un message qui, sans doute, apaisera ces fonctionnaires qui menaçaient de poursuivre leur mouvement de grève après les 5 jours, si rien n'est fait. Scène de panique à la Tour D au Plateau cet après-midi après une fausse alerte à la bombe. C'est aux alentours de 14 h qu'un coup de fil anonyme annonce qu'une bombe exploserait dans la tour vers 15 h, aussitôt annoncé. Aussitôt, la nouvelle a semé la panique, poussant à l'évacuation des fonctionnaires, comme nous le témoignent Yili Traoré et Harouna Zeba. Alerte à la bombe dans la Tour D de la cité administrative du Plateau. C'est vers 14 h qu'un appel reçu à la Tour A annonce une bombe dissimulée dans le sous-sol de la Tour D. Une situation qui a entraîné une évacuation immédiate. À notre arrivée sur place, la Tour D était quasi déserte. La responsable des agents de sécurité explique le cheminement des événements. C'est aux environs de 14 h 30, on a appris ça. Bon, une fois ça est venue pour dire qu'à partir de 15 h, une des tours va exploser. Donc du coup, tout le monde a paniqué. Tout le monde est descendu, tout le monde, donc personne n'est resté. Donc nous, comme nous sommes de la sécurité, nous sommes restés. C'est qu'on gère la situation pour le moment, quoi. Voilà, pour le moment, il n'y a rien, nous sommes là. Quelques éléments ont pu fouiller un peu, voir ce qui en est, mais rien de ça. C'était une fausse alerte. Des travailleurs trouvés sur place tentaient encore de regagner leur domicile. À l'exception de cette dame, très peu ont voulu parler face caméra. Souvent, ils prennent mes jouets, mais donnent à mes patrons à la Tour A.
Moi, j'arrive à la tour A, on me demande il y a quoi dans votre tour. Je dis, bon, moi, je ne suis pas au courant, je ne sais pas s'il y a quelque chose. On dit il y a la lettre. Il dit, ah, il arrive ici aussi, si mon palais, pour aller chercher mon sac et voir que tout le monde est descendu. Pour aller à la maison. Moi aussi, je rentre à la maison. Une fois à l'intérieur de la tour, couloir vide, bureau essentiellement fermé. Quand tu es dans un village, lorsque tu vois les gens courir, il faut te mettre aussi à courir. Et puis après, tu vas demander qu'est-ce qui se passe. Bon, après, comme j'avais rendez-vous avec le directeur du domaine urbain, j'ai décidé de venir le encourager par rapport à l'affaire que j'avais à lui présenter. Et donc, je me suis entêté de rester ici. Mais effectivement, les gens ont dit qu'il y a une bombe qui a été placée au sous-sol et que les djihadistes l'ont placée pour faire exploser la tour. Bon, mais moi, je n'ai pas cru à ça. Les responsables de la police et de la gendarmerie approchés n'ont pas souhaité faire de commentaires à ce stade, mais ont promis de communiquer sur le sujet une fois leurs investigations terminées. Dans l'actualité sportive, la Coupe d'Afrique des Nations qui devrait s'ouvrir ce samedi à Rabat au Maroc est finalement reportée à une date ultérieure. La raison évoquée est la résurgence des cas de Covid-19 au royaume chérifien. Salif Yalikoui. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui devrait se tenir au Maroc du 13 au 31 mars 2021 est annulée. Ainsi, on a décidé la Confédération africaine de football qui s'est réunie lundi. En prenant compte l'annulation par la FIFA de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, dont la CAN U17 n'était plus qualificative, le comité a en outre constaté la résurgence de la pandémie de Covid-19, l'alourdissement des restrictions sur les voyages internationaux, l'incertitude sur l'évolution de la situation. Pour toutes ces raisons, le comité décide de l'annulation de l'édition 2021 de la Coupe d'Afrique des Nations U17 totale. Selon la fêtière du football africain, la pandémie de coronavirus continue de présenter d'importants défis pour l'organisation d'événements sportifs internationaux. Coachés par Dao Lassina, les éléphantos qui devraient prendre part à ce rendez-vous continental sont arrivés vendredi dernier dans le royaume chérifien. À l'international au Sénégal, je vous le disais, le pays retrouve enfin son calme après plusieurs jours de violence à Dakar notamment. Hier, les deux protagonistes de cette crise ont pris la parole. Le président Macky Sall qui affirme avoir entendu et compris le mécontentement de la jeunesse. Et en face, l'opposant Ousmane Sonko, sorti de garde à vue, mais accusé de viol, qui lui maintient un discours de défiance à l'égard du président Nedjaïja. Attendu durant plusieurs jours depuis le début des soulèvements dans son pays, le discours du président Macky Sall à ses compatriotes est intervenu ce lundi. Face à la colère des manifestants, le président de la République joue la carte de la conciliation. Qu'une jeunesse confrontée à autant de privations exprime son mal-vivre me paraît tout à fait compréhensible. En même temps, évitons de participer à tout ce qui nous retarde dans la quête d'un avenir meilleur. Quand on saccage un commerce, quand on s'attaque aux biens d'autrui, on ne crée pas de l'emploi, on en détruit. On ne fait pas reculer la pauvreté, on l'aggrave. Concernant les accusations de viol portées à l'encontre de son principal opposant Ousmane Sonko, Macky Sall préfère s'en remettre à la justice. Sur l'aspect judiciaire de cette crise, laissons la justice suivre son cours en toute indépendance. J'invite au calme et à la sérénité. Tous ensemble, taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire. De son côté, libéré après 5 jours de détention, Ousmane Sonko a appelé ses militants à la poursuite des manifestations pacifiques, condamnant la gouvernance du chef de l'État. Jamais dans l'histoire du Sénégal, le discours n'a été aussi musclé, aussi vindicatif, aussi haineux. Jamais dans l'histoire du Sénégal, on a évoqué les questions aussi sensibles que la religion, l'ethnie, l'appartenance régionale. C'est sous Macky Sall que c'est arrivé. Jamais au Sénégal, on a eu des programmes spécifiquement et spécialement montés pour casser du sucre sur tel opposant, médire sur tel opposant et raconter n'importe quoi du matin au soir.
Nous devons tous faire notre introspection parce que cela a brûlé des pays et vous savez très bien qu'on n'en est pas très loin. Arrêté le 3 mars pour trouble à l'ordre public, alors qu'il se rendait en cortège au tribunal, Ousmane Sonko était également convoqué en justice pour viol contre une employée d'un salon de beauté. C'est de son arrestation du 3 mars qu'est partie la colère de ses partisans qui a conduit au pire trouble dans ce pays en une décennie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouverez Ali Diarasouba demain. Excellente soirée à tous.